Salut tout le monde, juste un petit message avant que le podcast que vous allez écouter ou la vidéo que vous allez regarder ne commence. Vous l'entendrez, mais j'ai eu un petit souci avec mon son qui n'est pas de la meilleure qualité possible. Mais j'espère en tout cas que vous allez kiffer cet entretien avec Stéphane. C'était super intéressant et super enrichissant. Donc je ne vous prends pas plus de temps et je vous laisse avec l'interview. Quand est-ce que tu as su que tu voulais coacher? Donc c'était vraiment enfin super jeune au final que cette vocation est arrivée un petit peu. Ouais, c'était super jeune en fait. En fait, très rapidement, c'est une personne qui était à l'AS Montferrand, qui était le responsable de l'internat, qui a vu en moi assez rapidement cette fibre-là, en fait, dans le management. Et, euh, et du coup, ça n'a cessé. En fait, voilà, il a vu en moi quelque chose de bien. Il m'a lancé dans cette voie-là et je l'en remercie parce que jamais de la vie, j'aurais pu croire que je deviendrais entraîneur un jour. Et donc, en fait, très rapidement, en fait, moi, les bouquins de Pierre Vincent, là, tous les bouquins que les entraîneurs connaissent, les rouges et les bleus, là. Je crois que mon père avait ça quand il coachait à l'époque. Je me souviens d'avoir vu ça dans sa chambre. Bon, bah oui, oui, voilà. Et donc ça, ces bouquins, moi, c'est ma Bible, en fait. Je les ai lus, je les ai relus, re-relus. Et en fait, à chaque fois que je les lisais, je voyais un détail que j'avais pas compris parce que je l'avais transféré sur le terrain. Donc, j'arrivais à comprendre ensuite ce qui se passait. Ça a été un truc de dingue, hein. Pour moi, et puis après, petit à petit, je me suis documenté un peu plus et je suis allé voir et j'étais tout jeune parce que j'avais 13-14 ans. Donc à l'âge où en internat, on rentre après chez ses parents le week-end. Moi, je demandais à ma mère de pas venir me chercher pour que je puisse passer le samedi après, mais le dimanche à la salle. Donc Ok. j'adorais aller voir les jeunes s'entraîner, jouer, tout ça. Donc ça me plaisait. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est clair, c'est ouais, comme quoi, vraie vocation, c'est très beau. Et du coup, toi, après ça, du côté de la Bretagne, du côté de Trégueux. Je sais qu'aujourd'hui, Mhm. Trégueux, bah, du coup, l'équipe 1, elle joue en NF2. Est-ce qu'à l'époque, ça jouait aussi en F2 et comment justement est arrivé ce changement, je dirais, de région? En fait, au moment où j'ai le refus de l'AS Montferrand pour gérer l'équipe 1 et gérer un projet en fait sur tout le club, je décide de prospecter un peu plus large et de discuter sur, à l'époque, Basket Inforum marchait très bien. Et donc, je vais pour prendre des renseignements. Et puis, il y a ce club de Trégueux qui me dit, ben, nous, on est amateurs à 100%. Euh, on ne sait pas ce vers quoi on va, mais à l'époque, il y avait un club qui s'appelait Ploufragan, qui était en N2 Ouais. aussi, et qui voulait. Et donc, ils me disent, on récupère des joueuses et on a envie de faire un gros projet, quelque chose de bien. Est-ce que tu nous accompagnes? Donc, je suis allé les voir. Quand je suis arrivé là-bas, au début, je me suis dit, ouh. Et puis, j'ai adoré, en fait, ce que j'ai vu parce que j'ai vu un club, c'est la première des choses, moi, pour laquelle j'entraîne, c'est que j'aime partager. Et j'ai vu un club avec beaucoup, beaucoup de bénévoles et très bien accueilli. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. Et je me suis dit, ben, s'il y a autant de personnes pour œuvrer autour du club, plein de fourmis ouvrières, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, j'ai eu envie de faire confiance à la structure et je les ai rejoints quand elles sont à l'époque en PNF, du coup. D'accord. Ok. Voilà. Donc il y a eu du chemin un peu depuis, du coup. Ouais, 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 parce que en fait, quand je les ai rejoints en PNF, l'objectif c'était de devenir semi-pro assez rapidement. Donc, on monte la première année. Ouais. Euh, on monte en N3 et on se dit, bon, on a fait un bon boulot, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, on monte de nouveau en N2 l'année qui suit. Et puis la troisième année, ben, ça se passe très bien et on est à une victoire des playoffs pour la remontée en N1. Et puis finalement, on n'est pas qualifié pour les playoffs pour un goal average pour un panier. Ok. Donc on refuse donc cette montée, on peut pas jouer cette montée. Ça a été Waouh. la première grosse déception de ma carrière, on va dire. Et il s'avère que l'année d'après, bon, on retravaille et puis finalement, on est dans le haut du classement, mais pas de montée. Et puis je sens que des filles à ce niveau-là, il y avait des filles qui avaient pris beaucoup de place dans le club aussi, et sur certaines d'entre elles, je sentais qu'elles avaient besoin d'un renouveau. Moi, je sentais que j'avais fait aussi mon travail ici, donc je fais le choix de partir. Et puis, ben, la suite, c'est que de par l'investissement que j'ai mis dans le club à l'époque, le LTB 29, Ouais, le Léon Jean Trégor, ouais. Arnaud, ouais, euh, se retrouve en fait à ne plus avoir d'entraîneur et se dire, bon, on n'a pas beaucoup d'argent. Payer un entraîneur, ça coûte cher avec de l'expérience. Et est-ce qu'on n'irait pas sur un jeune entraîneur qui a envie de travailler dur
Et en fait, sous le conseil de pas mal de personnes que je salue euh, aujourd'hui, qui ont finalement décidé à l'époque, le LTB euh, me propose de venir les rejoindre. Voilà. Donc un jeune entraîneur pour pouvoir mettre un peu plus sur les joueuses. Ouais, du coup, c'est ça, c'est que du coup, bah, t'arrives au Léon Trégor, tu prends je dirais la suite des rênes de Franck Simon que je connais bien, et c'est vrai que bah voilà, Franck, il a fait aussi un gros travail, c'est-à-dire que le club arrive bah très très vite, voilà, pareil en semi-pro. Justement, toi, qu'est-ce que tu viens chercher du coup bah au LBB du coup qui devient le Landerneau Bretagne Basket en 2015, quel est le projet de club, quel est le projet justement qui te plaît quand il t'appelle? Bah, déjà, la première chose, c'est que moi, il faut pas se mentir, je suis un entraîneur de N2, au tableau N2, et on me propose de la Ligue 2. Aujourd'hui, faut être complètement fou pour refuser. Donc, moi, j'y vais en me disant, ben, ça va être compliqué. En plus, on me signe 1 an. Les négociations ont été épiques à l'époque sur mon contrat, parce qu'ils savaient pas trop sur quoi. J'ai eu 4 coups de fil pour Ouais. me dire, mais si on te propose ça, est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. Et si on te propose ça, est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. J'accepterai de venir pour le SMIC, il n'y a pas de problème, aucun problème. Voilà, donc c'est pas exactement passé comme ça, mais voilà, mes propos ont été ceux-là. Parce que pour moi, c'est une opportunité et je me suis dit, bon, en fait, quand tu es jeune, et c'est ce que je cesse de dire aux personnes, c'est quand tu es jeune, en fait, il faut pas penser à l'argent, il faut d'abord penser à prouver, en fait. Pour les coachs, c'est complètement vrai. Bien souvent, on espère avoir quelque chose sans que. Donc, quand on a une opportunité, on se met à fond dedans et puis on accepte un contrat précaire de 10 mois ou s'il le faut, au SMIC s'il le faut, et puis on prouve en fait. Et puis moi, j'étais jeune, donc j'avais 24 ans. Donc 24 ans sur la Ligue 2, j'étais le bébé de la division, hein. Purée, ouais, c'est vrai. Donc, donc voilà, et donc le projet il me plaît parce qu'ils veulent monter en Ligue féminine, parce qu'il y a une salle qui va se créer à Landerneau à l'époque. Donc le projet il est hyper excitant en fait pour moi. Donc je me dis si ça fonctionne ici, ma carrière est lancée en fait. Et voilà. Donc en plus on reprend un club qui avait fait de bons résultats, mais qui avec un petit budget malgré tout. Franck Simon avait fait beaucoup en fait avec un petit Ouais, budget, mais c'était compliqué le maintien quasiment chaque année au final. c'est ça. Et donc ouais c'est ça. Et donc, le challenge était gros. Voilà, j'ai passé beaucoup de nuits blanches, mais j'avais envie de, de le relever. Ouais, Puis toi, qui forcément. aime qui aime partager, pour un club comme Landerneau, t'étais servi, quoi, au final. Moi, j'ai vécu de super années à Landerneau. Franchement, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai été très, très bien entouré. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait une pression qui était constante parce que j'étais jeune entraîneur et que quand on est jeune entraîneur, si on se plante, ben, on n'a pas forcément le droit à une deuxième chance. On en connaît quelques-uns. Donc, ouais, j'ai passé mes 2, 3 premières années, c'est souvent une anecdote que je donne, mais je pense que j'ai dormi 3, 4 heures par nuit en moyenne sur 3 ans. Ouais. Donc, Ah ouais. parce que il fallait se Waouh. mettre au niveau. Parce que moi, aujourd'hui, je vais pas dire que je suis autodidacte, mais je suis un travailleur, je suis un besogneux parce que j'ai pas été joueur de haut niveau. J'ai joué en N3 maximum, j'ai fait mes années Cadet France, Mini France, enfin, comme beaucoup. Mais je suis un besogneux, j'ai pas eu de grands entraîneurs. J'ai eu des personnes qui sont plus ou moins référencées, mais j'ai jamais été assistant. Donc il a fallu que je rattrape tout ce retard en fait sur les connaissances Ouais. basket, sur plein de choses. Donc il a fallu que je me mette à la page très rapidement. Il a fallu que je me mette à la page et ça a été ça m'a pris jour et nuit pour essayer de le faire vraiment. Et j'extrapole pas. Hein, voilà. Et puis il y a une fameuse phrase où on dit que les entraîneurs, les grands entraîneurs, enfin les bons entraîneurs travaillent énormément, énormément, énormément. C'est vrai pour le coup, mais c'est pas que vrai non plus. Et moi, je l'ai pris vraiment à fond, quoi, à 100%. Quand on me l'a dit, je l'ai pris à 100%. Donc, je me suis mis au travail comme ça. Voilà. Ah, et du coup, et en plus cette volonté de voilà de monter en LFB, c'est ce qu'on t'annonce. Chose faite du coup en 2018, première fois de l'histoire Mm. du club que voilà que le Landerneau Bretagne Basket atteint la Ligue féminine, la plus haute division de basket féminin en France. Ça a été quoi le process pour arriver jusque là? Tu nous as dit voilà tu t'as passé des nuits blanches, etc. C'est quoi le process pour non seulement pour la montée, mais déjà pour aussi atteindre ce niveau en général? Bah, déjà, c'est de réussir à construire un effectif qui, dans le temps, reste cohérent avec des joueuses qui s'intègrent au club. Parce que nous, déjà, il y a une chose, c'est que quand j'ai commencé à entraîner, on alternait entre Landerneau et Pleyber-Christ.
faut Ouais. savoir que le club, c'est Pétaris à la base, un Ouais, petit très bien. village avec si peu Absolument, ouais. d'habitants qui arrivent à jouer en Ligue 2, c'est incroyable. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Et puis, ils ont eu l'intelligence derrière de se rapprocher de Landerneau en disant, nous, on n'a pas Ouais. assez. Il faut, nous, si on veut voir plus grand, il faut qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, on peut dire que c'est pas fréquent. Et en fait, eux, ils l'ont fait vraiment de manière intelligente. Et puis, petit à petit, le projet a muté, a bougé à Landerneau. Donc la salle déjà ça a été un gros facteur, c'est-à-dire qu'on a pu nous en termes de sponsoring faire beaucoup mieux, on a pu faire rentrer un peu plus d'argent, on a pu avoir une dynamique dans une ville un peu plus grande qui attirait parce que la cimenterie c'est plus de 2000 personnes et c'était plein quasiment tout le temps à la fin. Donc il y a un engouement qui s'est créé, il y a un public qui s'est créé, et le public c'est important pour le coup. Et on a réussi à fidéliser des joueuses qui étaient pour certaines déjà fidèles Marie Butard. On a eu Ouais. Pauline Littard, on a eu Maud Stervinou qui est aussi une Bretonne. Donc on a réussi vraiment à faire un effectif qui petit à petit au fur et à mesure, au fil des années, a réussi à être ultra compétitif. Et dès la deuxième année, en fait, la première année, on fait une saison qui est correcte. On bidouille un peu parce que le règlement à l'époque de la Ligue 2 autorisait à changer que peu de joueuses, 4. Mhm. Et donc, il fallait faire attention. Il fallait pas perdre tout le monde. Et puis après, il y a eu un changement de règle et on a pu changer un peu les joueuses comme on voulait. On a pu recréer un peu ce qu'on souhaitait. Et pour le coup, la deuxième année, on fait un Final Four qu'on perd contre Tarbes en Ouais. demi-finale. Tarbes, c'est encore la formule Final Four. La troisième année, on perd en demi-finale contre La Roche. Donc on perd à chaque fois contre l'équipe qui monte. Et la quatrième année, bon, bah, c'est à notre tour de jouer cette finale Mhm. et de la gagner et de remporter pour aller jouer en Ligue féminine. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable à vivre. Moi, j'ai vécu de très très belles émotions avec cette montée-là. Et puis la montée, vous l'avez faite à la cimenterie en plus. C'était contre Angers, c'est ça, non? Ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'était Et un vous gagnez scénario de dingue. de 1, je crois, non? C'est pas ça? Point, mais un Ouais, truc, c'est un c'est truc de ouf. les finales, c'était le premier match, on le perd de 10. Ouais. Le deuxième, on est à moins 15 ou moins 16 là-bas. Mm. On le perd. On le perd. Excuse-moi, on le gagne d'un point, pardon. On le gagne d'un point. Parce que sinon, on aurait été éliminé pour le coup. On le gagne d'un point. Et en plus, le souvenir, c'est que je me rappelle de 250 Bretons qui se déplacent avec leur drapeau et qui font un bruit incroyable. Des Mm. drapeaux de dingue. Donc c'était fou que la fin, quand on gagne, il y a eu une grande. Et puis le troisième match, pareil, rebelote, on perd. Et puis finalement, on gagne d'un point aussi. Ouais. Donc Ok, wesh. scénario vraiment fou. Ouais. Ouais. Ouais, c'est là où tu Ouais, parlais de carrément. l'importance du public, ça joue aussi dans les moments comme ça. Mm. C'est- Ben, l'importance du public, et là ça fait partie aussi moi de mes grosses convictions là pour le coup, et l'appartenance aussi, le sentiment d'appartenance des joueuses. Et toutes les joueuses aimaient le club et aimaient en fait être présents et rayonner en fait autour de la structure. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici aussi à Charnay, c'est que pour moi, on ne peut pas avoir une équipe compétitive dans une équipe où les gens ne s'approprient pas un projet club et n'ont pas un sentiment d'appartenance. Et là, le fait que les filles se soient senties suivies, euh, ça les a vraiment amenés à se surpasser. Mais pour moi, c'est la clé en fait de la réussite d'un projet. Ouais, mais tu vois, tu parles de projet, et c'est vrai que bon, tous les clubs ont plus ou moins leur projet, mais t'en as certains où tu sais que tu vas y avoir beaucoup plus de turnover et le projet il est différent, tu vois, c'est plus aller gagner un titre en particulier ou aller gagner ce titre-là, etc. C'est vrai que sur les projets plus long terme, c'est vrai que tu as souvent des joueuses qui vont tenir un peu le- l'équipe pendant plusieurs saisons, etc. Et je pense que pour le public, ouais, c'est important d'avoir des références aussi dans l'équipe, des joueuses cadres qui peuvent supporter, etc. un peu pendant plusieurs saisons. Ouais, je pense que effectivement, c'est super important. C'est ça, je suis d'accord, à 100%. Je, Et je parce pense que c'est ce qu'on s'attache à faire aussi ici et qu'on avait fait aussi à l'époque. J'avais fait aussi à Landerneau, c'est que quand on est monté avec Charnay, on a gardé 70% de l'équipe. Hmm. Donc on a des filles qui aiment le maillot et qui ont déjà vécu des choses. Quand on vit quelque chose de positif avec quelqu'un, avec une structure, dans son métier, on a tendance à l'aimer en fait au bout d'un moment et à se battre pour ce qu'il est. Et donc en termes de quelque chose de positif, je rebondis un petit peu sur ça. Du coup, à peine promu en LFB, voilà, vous arrivez à vous qualifier aussi pour les playoffs de justement de la Ligue et en plus pour l'Eurocup. C'est quoi un petit peu justement le retour justement de cette expérience-là?
Ben, le retour, c'est qu'on n'a pas pu jouer l'Eurocup déjà parce qu'il y avait le Covid derrière qui a fait qu'on n'a pas joué. Non, cette première saison, elle était incroyable. Euh, j'ai eu la chance de coacher des joueuses incroyables hein, comme Kariata Diaby, Marissa Coleman. C'était une belle saison pour moi. Euh, on finit septième, on joue Bourges et on perd là-bas, normal, de 4-5 points, enfin normal, ce qu'on peut attendre en tout cas d'un promu. Et puis le scénario le plus incroyable, c'est qu'on gagne chez nous en fait, le match Mm. 2. Donc, et on les pousse au match 3 et nous on monte en se disant on va faire une saison et il faut penser à se maintenir et c'est tout quoi. Et finalement on se retrouve à pousser Bourges en quart de finale au match 3. Bon, l'histoire ne racontera pas qu'on a pris 25 ou 30 là-bas, mais on l'a fait. Et quand même poussé au match 3, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ça, c'est Ouais, ça, oui, oui. et du coup, deux saisons je dirais, de suite marquées dans le top 8. Et suite à cette saison, suite à ces saisons-là, une saison du coup plus compliquée en 2020-2021, marquée par le Covid. Ton aventure, toi, elle s'arrête du coup au LBB. Quels enseignements tu tires de toutes ces années au club, tant sportivement dans ta façon de coacher, qu'humainement, comme tu nous as parlé, comme les personnes que tu as pu rencontrer et avec qui tu as pu travailler? Moi, j'en tire que du positif en fait. J'ai beaucoup gagné en expérience sur ce que c'est qu'un club dans son ensemble en étant à Landerneau. Euh, j'ai vécu de belles choses et beaucoup de bons résultats, même si, comme tu dis, la dernière saison est un peu moins bien, même si à Noël on est quatrième. Mm. Le moment où j'annonce mon départ pour Montpellier, on est quatrième et à partir de ce moment-là, tout est parti un petit peu de travers. Donc, je pense que j'ai appris à gérer une annonce un peu comme celle-ci parce que je trouve que l'annonce a été pas forcément très bien gérée de pas mal de côtés dans ce cas-là. Et puis moi, ma concentration était peut-être un peu différente aussi sur la structure. Donc ça, là-dessus, j'ai appris. Non, je me sers beaucoup de ce qu'on a vécu à Landerneau et notamment sur tout ce qui est extra sportif. Alors le sportif, bien évidemment, ça c'est l'expérience qu'on engrange à chaque fois, mais c'est surtout sur l'extra sportif, c'est tout ce qui est fidélisation d'un public, de tes sponsors. Parce que je pense qu'un entraîneur, ça fait vraiment partie de moi, ça c'est que un entraîneur ne peut pas être concentré que sur le terrain. Ce qui plus est dans un club Ouais, de bien petite sûr. taille, parce qu'en fait, Mm. on dépend de plein de choses, c'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur, on voudrait plus d'argent, on voudrait pour nos joueuses, on voudrait plein de choses, mais on n'est pas forcément prêt à le faire en fait. Et moi, je pense qu'il est très important que pour qu'on puisse faire évoluer une structure, il faut faire en sorte que les sponsors soient choyés, faire en sorte que quand on parle de sponsors, c'est souvent, on va pas se mentir, il y a beaucoup de subventions en fait sur le territoire. Donc, et l'idée, c'est que quand une mairie nous donne de l'argent, elle ne donne pas de l'argent pour uniquement jouer sur un terrain. Alors oui, c'est bien d'animer le soir et de faire du basket on fait venir ça anime la salle, ça met un spectacle comme il pourrait y avoir un théâtre ou quoi que ce soit. Mais il y a une autre chose, c'est qu'on se doit se rendre utile, d'utilité publique en fait. Et c'est ce que j'ai appris là-bas à Landerneau, notamment faire en sorte que les écoles puissent pratiquer le basket le vendredi, parfois avec un public handicapé, pour comprendre que la mixité est importante, voilà, et ainsi de suite. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses là-dessus et sur ce domaine-là avec nos sponsors à l'époque, et surtout apprendre. Alors ça c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais prendre soin de nos bénévoles. Parce que souvent, dans des clubs comme Landerneau au début, maintenant c'est un peu différent, mais Charnay aussi ici, il y a peu d'employés extra basket. Et finalement, ce sont des bénévoles. Et les bénévoles, c'est du temps bénévole. C'est du temps où il se passe rien pour eux, en fait, à part apprécier le moment présent, en fait. Et donc, la chose sur laquelle j'essaie de capitaliser, c'est de me dire que si je veux faire des événements de qualité, si on veut faire des événements de qualité pour nos bénévoles, pour les sponsors, donc ce qui nous rapportera de l'argent, finalement, c'est un cercle vertueux. Euh, eh ben, on a besoin que les bénévoles soient aussi investis en fait Ouais, là-dessus. bien sûr. Mais quand ils sont investis, on peut pas juste leur demander de faire le travail parfois de l'ombre et de pas les remercier en retour. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place et c'est ma vision de ça et c'est ce que j'ai appris pour moi à Landerneau. Ouais, mais c'est vrai que enfin, les clubs, c'est tout un écosystème et c'est intéressant là, les LFB, je trouve, parce que tu as tellement de strates différentes Ouais, Ouais. dans c'est les Mm. organisations des clubs. Et moi, c'est ce que j'essaie de montrer aussi un peu avec la série que je Ouais. fais. Parce que oui, quand on va aller peut-être à Bourges, bah, la salle, oui, elle est dernier cri, tout est, voilà. Et comme à Charnay, où le COSEC est beaucoup plus petit, où il va y avoir des travaux qui vont être faits.
Enfin, c'est aussi intéressant de voir ça et de montrer les gens qui sont impliqués, je trouve. Je voulais juste revenir sur un truc. Tu as parlé de l'annonce qui a été faite en décembre, etc. Quand tu es parti de Je vais y Landerneau. revenir aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce timing dans le basket féminin qui est, je trouve, moi, pourri. Enfin, Ouais, après, c'est fait comme c'est ça, mais c'est-à-dire que, tu sais, les joueuses, tu sais, à la mi-saison, où elle va être l'année prochaine. Et effectivement, on se pose la question est-ce que tu arrives à être focus complètement sur ta saison ou est-ce que tu penses déjà après il faut pas te blesser, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ben, tu es obligé de penser à la suite un petit peu tout le temps, hein. Tu vois, là, aujourd'hui, on est fait en janvier et le recrutement a déjà commencé, en fait. Ouais, Mm. c'est fou. Nous, hein, l'idée, c'est de réussir à conserver les joueuses qu'on souhaite conserver le plus tôt possible, réussir à faire, voilà, c'est le plus important. Mais oui, je trouve que c'est un peu tôt, mais ben, il faut s'adapter et voilà. Et donc, je pense que dans ce championnat, plus on se lève tôt, plus on a de chances de réussir. Et c'est vrai que bizarrement, moi, mes meilleurs recrutements, enfin mes meilleurs, j'enlèverai Careta parce que Diaby parce que on savait commenter un peu plus tard, mais je les ai faits moi même en décembre. Je parle de Louisa Gessé-Schroeder en décembre, on commençait à discuter en fait. Parce que c'était un profil que personne forcément n'avait vu, mais quand t'as pas d'argent, tu es obligé de travailler toute l'année par rapport à certaines équipes qui travaillent toute l'année, mais c'est pas forcément sur les mêmes profils, mais voilà. Et donc, Ezine Kalou à l'époque, c'est pareil, c'est un projet qu'on a signé en janvier. Ouais. Donc oui, il y a cet Mm. aspect-là. Après, pour le coup de Montpellier à l'époque, je pense que c'était un peu compliqué parce que euh, Wany prenait ma suite. Alors j'ai une entière confiance en Wany. Il a été incroyable aussi là-dessus et c'est un ami et un peu plus même. Mais à un moment donné, ben c'est lui qui prend la suite, donc il doit aussi prévoir la suite. Donc les filles, ben, c'est compliqué de savoir avec qui elles discutent, avec qui est le coach, qui est le futur coach. C'est des choses qui sont compliquées à gérer. Et puis moi, est-ce que j'étais aussi concentré dans le projet et dans la fin de saison que j'aurais dû l'être, sachant que je devais aussi prévoir l'équipe de la saison prochaine et que c'était aussi un gros enjeu pour moi, l'Euroleague. Donc Mm. voilà. Aujourd'hui, je pense que il y a plein de raisons, voilà, qui font que je pense que tout le monde a été honnête, mais qu'aujourd'hui, les choses imbriquées comme ça n'ont pas été idéales pour gérer Ouais. une fin de saison. Et comment ça se Et, passe? Vas-y, Hugo. Et non, juste avant que tu enchaînes par rapport à ça, par rapport à Montpellier, tu disais que du coup, enfin, même toi aussi, Del, tu disais que voilà, c'est vrai que l'hétérogénéité des clubs est quand même assez impressionnante parce que c'est très disparate entre du coup les très gros clubs qu'on a du coup en LFB, Bourges, Lasvel, etc., même Villeneuve, et du coup des clubs qui sont voilà des clubs un peu plus, je dirais de taille humaine. Paradoxalement, on dit que la LFB c'est le championnat le plus homogène d'Europe. Est-ce que tu pourrais expliquer ça, Stéphane, un petit peu? Enfin, comment on peut expliquer même cette non-corrélation entre bah voilà la différence des clubs en termes de je dirais d'entité et à côté de ça le classement en LFB. Je pense que pour avoir la réponse, il faut aller voir les 5 derniers clubs de Turquie et tu te rendras compte qu'on est bien structuré ici. Non, non, je pense qu'ici, on a une force de travail incroyable. Vraiment, c'est la réalité. Je pense que des projets, en fait, les gens ont envie de faire évoluer tout le temps enfin, tous les projets, comme tu le disais, lire. Ici, on part d'un projet moyen, voilà, à un projet qui devrait normalement voir quelque chose de grand parce qu'on refait une salle entièrement. Il va y avoir une salle VIP énorme de créer qui va pouvoir nous permettre d'avoir un business plan beaucoup plus développé. Donc tous les clubs travaillent dans ce sens-là en fait. Donc, mais par contre, on est obligé de commencer petit et d'arriver haut. Et je pense que pour répondre à ta question, l'homogénéité vient que on a beaucoup de clubs qui sont compétitifs en fait et qui travaillent vraiment pour l'être. Et on est aussi une autre chose, c'est qu'on apporte une fiabilité en France. C'est-à-dire qu'une fille, quand elle vient en France, elle sait qu'elle sera payée jusqu'à la fin de l'année, Ouais, c'est tout le vrai. Ouais, temps. d'accord. Et ça change Ok. aussi pas mal de choses. On a des entraîneurs qui finalement sont respectés aussi. On a de bons entraîneurs en France, hein. Il y a plein de gens qui pensent qu'on pourrait faire venir des entraîneurs étrangers, mais je pense qu'on a de très très C'est bons vrai. entraîneurs en France. Donc des gens qui travaillent vraiment beaucoup. Mais il y a beaucoup d'endroits où, enfin l'Espagne, on prend le bas de tableau de l'Espagne, les budgets sont tout petits, les entraîneurs sont pas tout le Mm. temps à temps plein, Mm. voilà, donc il faut faire attention, c'est qu'en Europe, sur le haut du tableau, il y a beaucoup d'argent, et dans les plupart, mais en bas de tableau, ben, c'est assez disparate, hein. On a vraiment pas forcément des clubs tout le temps très, très, très structurés. Alors c'est vrai qu'on voit quand même en Turquie, tu as 4-5 clubs qui sont incroyables, très riches, mais à côté de Mm. ça, c'est pas
C'est pas le cas du tout à côté de ça. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et puis la France est un pays aussi, c'est un beau pays, hein. On a un accès aux soins facilement. Voilà, c'est des choses qui sont pas, c'est pas partout pareil. Voilà. Ouais, c'est vrai Ouais, que c'est vrai. l'environnement, ça joue. Mm. Ouais, totalement. Euh, Ouais. Moi, je voulais revenir, c'était pas dans mes questions, mais quand t'en as parlé du recrutement que tu faisais, etc. Toi, comment ça se passe au niveau du scouting des joueuses que tu vas cibler parce que évidemment, tu as celles qui jouent déjà dans le championnat que tu peux connaître, Mm. mais pour aller découvrir, dénicher un peu des pépites, bah, par exemple comme Louisa, comment ça se passe? Parce que enfin, du coup, tu dors pas beaucoup non plus, enfin, je suppose, entre tout ce que tu dois préparer pour ton club, ton équipe, plus si tu dois réfléchir à quel profil de joueuse pourrait être intéressant. Comment ça se passe? Ben, en fait, quand t'as pas d'argent, il faut donner du temps aux gens en fait. Et à la base, à l'époque, à Landerneau, le projet, il était simple, il était de montrer aux gens euh, que quand ils passaient chez nous, ils sortaient avec une valeur plus importante, financière plus importante. Et ça a été le cas de pas mal de joueuses finalement, quasiment toutes. Et pour ça, en fait, il fallait être disponible et se montrer vraiment disponible pour les entraînements individuels. Donc, j'ai pris une quantité incroyable de rebonds dans ma vie. En tant qu'entraîneur de ligue féminine, j'ai pris beaucoup de rebonds. Voilà, je sais qu'il y a Rachid aussi qui aime beaucoup passer de temps sur le développement et ce qui fait que pour moi, il a beaucoup de réussite et que les gens s'investissent dans le projet. Je pense que c'est l'une des clés, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir répondre au projet de la joueuse, en fait. Et quand une fille vient ici, on a un projet qui est club, mais pour moi, il peut pas passer par-dessus le projet de la joueuse. Et donc, on essaie de travailler dans ce sens. Et donc, en fait, pour répondre à ta question, il y a des agents qui nous font confiance là-dessus, sur le fait de s'entraîner correctement, beaucoup. Et puis, il y a une autre chose, c'est que je travaille staffé, moi, tout le temps. Je sais pas faire seul. Pour plein de raisons, c'est que je pose toujours plein de questions et j'ai besoin d'avoir l'avis des gens. Et c'est une faiblesse et une force à la fois, mais j'ai besoin d'avoir de l'avis des gens et parfois même de personnes qui, voilà, ma femme, par exemple, je l'écoute beaucoup sur le basket. Parfois, elle me dit des choses incroyables, et parfois, et parfois des choses qui ont beaucoup de sens parce qu'elle suit finalement depuis quelques temps le basket maintenant. Donc, mais voilà, je suis staffé, donc j'ai toujours bossé avec un préparateur physique parce que pour moi, je pense qu'on peut pas faire sans. J'ai toujours travaillé avec un assistant qui faisait du développement individuel, beaucoup. Donc là, j'avais eu Wani en LFB à Landerneau, qui pour moi est très bon dans le développement individuel aussi. Ici, j'ai Fabien Hunovis, qui je trouve vraiment très performant, qui prend du temps à rechercher et qui prend du temps pour les filles. Ici, on a une préparatrice mentale. Donc en fait, les gens, quand on vient ici, on est staffé en fait. On a un staff médical qu'on a fait grandir, qu'on a fait évoluer pour être pertinent. Donc aujourd'hui, on a un podologue, on a un ostéo, on a 4 kinés, on a un médecin, on a un food thérapeute, on a de la réflexologie plantaire, et ça, c'est à l'accès à la journée, en fait. Et dans certaines structures, aller voir le kiné, c'est 2 fois maximum dans la semaine. Nous, c'est 2 fois minimum dans une semaine. Ouais. C'est-à-dire que si elle veut aller voir tous les jours le kiné, elle peut prendre rendez-vous tous les jours, c'est pas un problème. Ouais, Donc, c'est des choses qu'on voit pour pas moi, forcément au final de l'extérieur. Vu qu'on voit pas le staff complet, enfin on se dit il y a pas un staff énorme du côté de Chardin, mais au final tout l'environnement qui a été créé autour effectivement est super intéressant, quoi. on emmène tout pour le fait. Je pense qu'un entraîneur, c'est un créateur de contexte. C'est-à-dire que je pense pas être forcément bon en tout cas, je suis pas meilleur que les autres. Ça, c'est une certitude. Euh, Par contre, je fais tout pour créer un contexte qui emmène au travail. Et une fois que le contexte est créé, en fait, les gens souvent s'imprègnent de ça et se mettent au boulot. Ici, à Charnay, on le voit pas forcément. Comme tu dis, c'est quand t'arrives au COSEC, tu te dis bon, ouais, c'est vrai que ça t'emmène pas à te dire je vais faire du basket de très haut niveau là. Mais par contre, moi, mon objectif, c'est de le créer ce contexte-là en fait, en le mettant en place. Et finalement, les filles en ont oublié la salle. Hmm. Qui pour moi, alors moi j'adore cette salle, hein. C'est pour ça que ne pas en refaire une autre, mais rénover celle-ci me plaît vraiment. Mhm. Mais du coup, on a réussi à créer un contexte de travail qui fait que les filles se mettent dedans. C'est des trucs tout bêtes, mais Bourges, il n'y a pas besoin de leur expliquer parce que c'est acté, c'est inscrit. C'est un club mythique au point où tu sais que quand tu y vas, il y a un contexte qui fait que tu dois travailler. À Charnay, tu peux te poser la question. Souvent, tu viens, il y a des étrangers qui peuvent se dire, je viens pour me montrer, pour faire mes stats et partir.
c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, on amène un contexte un peu différent. Voilà. Ouais, c'est intéressant, parce que du coup, ça joue beaucoup. Enfin, le coach, il y est pour beaucoup, quoi, parce que c'est effectivement toi qui es un peu à la tête de ça et qui va emmener tout le monde dans cette direction-là. Euh, pour revenir un peu sur la suite de ton parcours, donc tu as évoqué le fait que tu partais de Landerneau pour l'AT Montpellier, où tu as du coup préparé toute l'équipe qu'on avait vue sur la saison qui suivait. Mhm. Il y a eu cette décision un peu lunaire que personne a trop compris avec la nouvelle équipe dirigeante du BLM qui est arrivée, où ils ont mis un terme à votre collaboration avant qu'elle ait commencé, ou enfin de manière concrète, on va dire, sur le terrain. Comment est-ce que tu as géré cette situation qui est super délicate, et est-ce que tu as eu des éléments qui, avec le recul, je sais pas, où tu arrives à peut-être, je sais pas si c'est comprendre le terme, mais tu vois, à analyser différemment la situation? Non, je comprendrai jamais la situation, je pense. C'est pas possible de la comprendre pour le coup. Maintenant, c'est leur choix. Ils ont fait leur choix, c'est pas le problème. Moi, le seul truc, c'est que j'ai tendance à pas trop regarder en arrière et à me dire quelle est la suite. Et donc, ça a été vraiment le réflexe que j'ai. Et l'enseignement que j'en ai tiré, c'est de me dire, c'est surtout le plus dur, ça a été pour ma famille en fait. Ouais. Parce que moi, je savais qu'en allant dans une structure, un grand club, Mm. et ça peut arriver. Quand on est entraîneur, on sait qu'on peut se faire virer. En général, on perd quelques matchs avant ça, mais on peut se faire virer. Donc moi, à partir du moment où la décision est tombée, j'ai pris mes dispositions et puis voilà. Mais le plus compliqué, ça a été pour ma femme qui a appris la Mm. nouvelle dans des situations un peu particulières en plus. Donc ouais, c'est protégé. Il faut savoir que j'ai déménagé. Euh, j'ai demandé à ma femme de partir rapidement après l'accouchement. Ma fille Mm. avait 7 jours. Donc à Ouais. 7 jours, on déménage, on a vendu notre maison, on a tout ça. Donc on avait vendu notre maison, ma femme a démissionné de son travail. Mm. 7 jours, on est dans la voiture, tout ça. Donc c'est plus par rapport à ça. Et je me dis que ce que ça m'a appris, c'est on n'est pas seul dans ce métier. C'est un métier passion, c'est un métier qui prend toute une vie et il faut qu'on pense à notre entourage. Et donc ce que j'ai tiré de ça, c'est ça, c'est que le plus important quand on va mal, c'est ceux qui nous aiment. Et donc il faut en prendre soin. Et aujourd'hui, même à l'époque, même si on avait dessiné ensemble, je prendrais pas de décision de changer de structure ou de rester dans une structure sans en parler avec elle, parce que le plus important, c'est que notre famille se sente bien. Voilà, donc c'est ce que j'en tire. Et puis la suite a été 6 mois, 7 mois sans travail. Pas complètement parce que j'en ai profité pour travailler sur moi beaucoup. J'en ai profité pour me reposer un petit peu, pour profiter de ma fille aussi, qui du coup était très jeune, hein, parce qu'elle est arrivée, elle avait 6 jours. Bon, on est reparti, elle avait que 3 mois seulement au final, 2 mois même. Euh, donc, donc voilà, donc j'en ai profité pour ça. Et puis les contacts avec Charnay ont commencé aussi en janvier, comme on le disait. Donc j'ai commencé un peu à Mm. travailler sur la structure avec eux. Une fois que Mathieu Chauvet était au courant de tout, parce que c'était une condition sine qua non pour moi de rentrer dans la discussion, c'est que Mathieu soit au courant. Euh, et donc et donc en fait j'ai profité de tout ça. Je suis reparti en WNBA avec James Wade à Chicago. Ouais. C'est quelque chose dans mon évolution personnelle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je suis beaucoup parti aux États-Unis, Ok. donc bon, la WNBA, la NCAA, ça m'a beaucoup aidé dans ma construction et donc ça m'a permis de le refaire. Je suis allé voir des entraîneurs à Bourg-en-Bresse, je suis allé voir à Lasvel. TJ a été incroyable dans son accueil. C'était une très belle personne. Et je suis non, voilà, je suis allé voir beaucoup de clubs. Je suis allé voir au Havre le foot, la Ligue 2. Je suis allé un peu au rugby. Je suis allé au handball. Je suis allé voir différentes structures Ah ouais. voilà, pour faire en sorte que ce temps soit pas un temps perdu en fait. Ouais, c'est Donc, intéressant. Au final, ça t'a permis aussi de mettre, enfin de prendre à la fois des compétences, mais aussi de t'imprégner de plusieurs environnements pour toi qui aimes bien justement les projets, que ça puisse t'inspirer sur certaines choses aussi, je suppose. c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il faut rendre le temps utile. On décide pas toujours de tout dans la vie, mais par contre, ce qui arrive arrive et il faut rendre les choses, il faut rendre le temps utile. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et du coup, donc oui, tu prends la suite de Mathieu Chauvet à Charnay en 2022, Mhm. dans le projet que tu nous as un petit peu expliqué. Vous arrivez à, enfin, l'équipe descend, mais vous, du coup, vous arrivez à reconstruire
une vraie belle équipe de LF2 qui était clairement retaillée pour la montée, enfin pour la remontée. Euh, comment t'as construit cette équipe-là avec les joueuses, voilà, une bonne partie des joueuses qui est encore là, parce que voilà, enfin même construire une équipe au global, comme tu disais, au-delà des individualités, il faut que t'aies des caractères qui puissent se mettre ensemble au service du collectif, etc. Comment t'as fait tout ça? Déjà, on a beaucoup travaillé avec les dirigeants pour que le budget ne baisse pas de trop. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire que la mairie, notamment, a bien joué le jeu, nous a laissé un an pour remonter, donc c'était important, notamment au niveau du budget, parce qu'il faut savoir que toutes les subventions descendent quand tu descends. Les sponsors ont joué aussi le jeu, donc on avait, c'est vrai, une équipe vraiment intéressante pour jouer une montée. Et quand enfin, à l'occurrence en Ligue 2, on était pas pauvre. En tout cas, on vivait bien. En Ligue féminine, on est moins à l'aise là-dessus. Donc, on a pu recruter des filles en fait un peu plus facilement. Donc, on a réussi à faire venir Monique Macani, on a réussi à faire venir Maëva, on a toi, beaucoup de monde en fait. Et cette équipe, on leur a quand on parle à une joueuse d'un projet, de comment ça va se passer, j'ai tendance à être très honnête avec les filles sur le recrutement et de leur peindre le tableau le plus mauvais, en général. Pour que si ça se passe bien, c'est extraordinaire. Voilà. Donc je leur expliquais 2 ans pour monter. Voilà, c'était un projet où les filles s'inscrivaient vraiment. On avait signé Monique 2 ans, on avait signé Maëva 2 ans, il y avait du monde qui était prêt. Coralie était là aussi 2 ans. Voilà, donc on a essayé de construire de par mon expérience passée. Parce que j'avais cette expérience-là, je suis la Ligue 2 depuis aussi des années. J'ai jamais arrêté de la regarder et donc j'ai choisi des joueuses qui me paraissaient être en cohérence pour jouer une montée. Et puis malgré tout, quand t'es annoncé comme le club qui doit remonter ou qui a tout pour remonter, ben c'est plus simple de recruter. Donc Ouais, c'est clair. donc on est allé chercher là où à l'époque avec Landerneau, ben il fallait que je prouve. Voilà. Ouais. Là, je descends d'un club de ligue qui descend. Souvent, il a plus facilement les joueuses qu'il souhaite. Voilà. Et puis j'ai bénéficié de mes expériences aussi de ligue féminine et des résultats passés pour réussir à faire venir les filles. Donc voilà, j'ai eu cette chance de créer un effectif complet où, encore une fois, et je leur ai expliqué que ce serait différent. C'est-à-dire que Mathieu avait une philosophie à lui, moi, elle est complètement différente, pour le coup. Et il a fallu réussir à ramener tout le monde dans le bateau parce que j'ai expliqué un projet global aux joueuses dans le même style de ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que on va essayer de construire un projet, mais pas un projet où il faut gagner que des matchs, d'un projet où il faut faire grandir un club. Voilà. L'idée, elle n'était pas uniquement de leur dire on va gagner des matchs, on va monter. L'idée, c'était de leur dire on va rendre Charnay grand. Voilà. L'idée, globalement, c'était ça. Mais grand, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors. Et en fait, j'ai un groupe pour moi, l'année que j'ai vécue l'an passé, c'est avec celle-ci parce que j'ai gardé beaucoup de joueuses au final. Mais le groupe qu'on a créé à l'époque m'emmène les plus belles années de management de ma vie. En tout cas, le management le plus simple. Voilà, parce que j'ai des filles incroyables. J'ai des filles avec un savoir-vivre ensemble qui est incroyable. Et ça nous a beaucoup aidé dans la montée et ça nous aide beaucoup aujourd'hui. Donc l'idée, c'était déjà réussir ça. Voilà, et puis il a fallu aussi motiver. Alors, il y a beaucoup de bénévoles aussi ici. C'est là les similitudes que je vois avec Landerneau. Mais par contre, des bénévoles qui étaient fatigués parce que quand tu passes 3 saisons de Covid, que tu gagnes peu de matchs et que tu finis par descendre, bah, t'es fatigué. Donc pour moi, l'objectif numéro un, non pas que les joueuses, parce qu'il fallait ramener du monde à la salle, il fallait ramener une dynamique, c'était de motiver les bénévoles. Donc, voilà. Donc pour moi, le projet, il était double. Il était de motiver les bénévoles, recruter des joueuses de manière à ce que le club en fait reprenne un petit peu de l'élan. C'est trop bien. Franchement, là, cette vision, je trouve ça. Enfin, même, en fait, je me dis même à la place, effectivement, des bénévoles et tout l'environnement qu'il y a autour, mais pour des joueuses qui cherchent des responsabilités, etc., d'avoir ce projet de faire grandir un club, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, dans une carrière. Ça ouvre des portes après pour la suite, mais enfin, juste faire une année dans un club, oui, c'est des choix, mais faire grandir un club, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Ah, Donc, mais le club exemplaire pour moi, pour ça, c'est quand même Basketland. Basketland, Ouais. c'est pour moi, c'est un exemple incroyable de ce qu'ils ont réussi à faire, et puis avec des gens Mm. qui sont C'est restés, ouf. des gens qui sont revenus. Quand tu vois que Valeriana AI est capable de faire confiance à la structure en disant, ben, moi, je vous explique mon projet, vous le prenez, vous l'acceptez pas, mais voilà, en tout cas,
je suis prêt à venir chez vous parce que j'aime le club, parce que je sais que je peux vous faire confiance. C'est incroyable. C'est la plus belle victoire en fait que tu peux avoir en tant que club. C'est clair. Et du coup, pour revenir un petit peu sur cette saison là, du coup, en LF2, vous l'avez largement dominé. Vous avez fait voilà une belle finale face à Chartres. Ça n'a pas été facile parce que c'est vrai que Chartres était aussi voilà était aussi entre guillemets un peu pressenti avec vous, bah du coup pour monter. On était quand même sur voilà les deux leaders aussi de la Ligue féminine 2. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé comment s'est passé un petit peu justement cette réadaptation aussi par rapport à la LF2? Est-ce qu'il y a aussi des choses par rapport à la LFB qui change et de ce que tu as connu du coup précédemment aussi à Landerneau? Euh, la Ligue 2, c'est beaucoup plus structuré, avec des joueuses de meilleure qualité, ça c'est la première chose, avec des coachs qui travaillent beaucoup plus aussi, parce que tous les coachs sont pros, à l'époque c'était pas tout le temps le cas. Donc voilà, ça c'est la première chose. Euh, ça a été un long fleuve tranquille, non, c'est pas le cas du tout, hein, parce que premier match de Coupe de France contre Monaco qui est promu, qu'on voit pas forcément comme une très belle équipe à l'époque, on perd. On perd Mmh. là-bas. Donc en fait, gros mal de tête. Toi, tu arrives en plus en disant, je parle à tout. Enfin, tu essaies de redynamiser un club, tu essaies d'amener de l'envie à tout le monde, de parler. Et en fait, tu rentres avec la défaite dès le début. Donc ça a été très compliqué à gérer dans un premier temps. Parce qu'en fait, malgré tout, il faut prouver en fait, hein, quand tu es entraîneur. Ouais. C'est comme un sportif, il faut prouver à chaque fois. Donc, ça nous a permis de nous remettre au boulot. Et puis derrière, oui, on a réussi à faire une très belle saison. Et en fait, on n'a pas réussi à gagner Chartres de l'année, par exemple. On a Mmh. perdu les 2 fois. Ouais. Euh, Ouais. et, et finalement, on se retrouve contre elle en finale, mais on n'avait jamais non plus été au complet contre elle. Donc, c'était aussi la particularité. On fait des matchs qui sont sérieux avec de gros écarts. Le deuxième match contre Reims, on gagne de 47 points, je crois. Ouais. Ça a été, mais par contre derrière, ça a été un peu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas en fait. C'est-à-dire que pour moi, le plus compliqué, c'est que tout le monde savait qu'on avait une équipe pour finir champion, mais il y a rien de plus dangereux que ça en fait. Ouais, Parce c'est que j'avais aussi stressant. des filles qui n'étaient pas abouties du tout. Moi, j'ai Monique, Maëva, pour ne citer qu'elles, ce sont Coralie. C'était des filles qui ont du talent, qui pouvaient dominer la division, mais qui n'étaient pas abouties du tout, et donc qui étaient jeunes joueuses avec tout ce que ça emmène en termes de fluctuation de performance. Et parfois aussi de motivation, parce que quand tu es jeune, tu peux te dire on gagne, on gagne, on gagne, c'est top, ça se passe bien. Et puis finalement, moi, ma plus grosse crainte, c'était dans quelle intensité on va prendre ce match-là. Et parfois, je me posais cette question-là parce qu'il y avait parfois, il pouvait y avoir ce souci-là. Donc voilà, il fallait monter ce projet-là, il fallait faire évoluer les joueuses, il fallait accepter qu'elles soient pas toujours au même niveau. Il fallait réussir à voilà, le projet, il était global. Et puis on s'était donné 2 ans pour monter, mais on avait tous envie de monter en un an, en fait. Les filles qui avaient signé 2 ans, elles se sont pas dit, je vais rester 2 ans en Ligue, en fait. En Ligue 2, il fallait monter en Ligue Mmh. féminine. Donc ça a été plus là-dessus et faire comprendre qu'il faut être dans l'intensité, parce que la Ligue 2, c'est quand même une ligue d'intensité, en fait. Ça court Mmh. beaucoup, c'est pas toujours les mêmes déplacements. Tu regardes un système plein de fois, c'est pas toujours le même temps fort, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il a cherché. Donc c'est compliqué parfois. Et puis tu as quelques équipes dont tu citais Chartres, dont Chartres fait partie, qui sont assez structurées, donc qui sont un peu plus faciles à scouter, un peu plus voilà, qui sont des matchs un peu plus on va dire stables. Aulnois fait de très belles choses aussi, hein. Ouais. Ce que fait Mike à Aulnois, je trouve incroyable. Donc voilà, donc ça a été compliqué. Et puis finalement, on arrive en quart de finale, on gagne Aulnois de 40 points. Voilà, donc scénario improbable. On se dit 40 points en quart de finale, c'est dingue. Et puis finalement, on perd là-bas. Et donc on joue à se faire peur, et on n'est pas loin de perdre ici. On gagne de 8, je Ouais. crois, mais Ouais. ça va être du début à la fin. Après Reims, on gagne assez facilement chez nous, et puis là-bas, on est derrière, on est à -15 à la mi-temps, donc on se dit, oh, et c'est ça, c'est ce qu'il fallait accepter de cette équipe, en fait. Voilà. Ouais. J'avais pas de joueuses surdominantes, mais j'avais plein de joueuses qui étaient de très bon niveau. Voilà. Et finalement, on gagne ce match de 5 points un petit peu à l'arrache, mais ça a été un peu, ouais, ça a été un peu compliqué. Et puis, on va dire que la finale, finalement, se passe très bien pour nous. Mmh. On est au complet.
on a surtout un gros avantage, c'est l'avantage du terrain. Ouais. Donc on gagne le premier, et quand tu gagnes le premier, bah, finalement, tu arrives avec une pression qui est un peu moins présente. Voilà, tu te dis au pire, on repart à la maison. Donc, et puis on gagne là-bas, et puis voilà, ça a été une belle fête. Alors si je dois comparer, le fait de vivre une montée à l'extérieur, c'est pas pareil. Voilà, donc j'ai cette chance d'en Mais avoir connu deux. ouais, vas-y, je Et, t'en prie. vas-y, Hugo. Non, parce que j'allais dire justement, c'est vrai que bah, moi j'étais dans la salle quand vous avez gagné là, quand vous avez eu le titre et j'étais juste à côté bah, des Charnésiens qui s'étaient déplacés. Et en fait, franchement, Ouais. sans rigoler, ils ont mis l'ambulance de M-30 à M+30. C'était ouf. Et en fait, le fait que tu dises, tu vois, que t'es à l'extérieur et que bah, finalement ça a une saveur différente. En fait, enfin même les gens qui sont déplacés, enfin moi je me disais mais en fait c'est une récompense entre guillemets parce que tu nous as parlé des bénévoles du club etc. Et en fait ouais tu sentais que vous êtes venu en fait c'est vrai peut-être avec une pression différente du fait que vous ayez gagné le premier match et c'est finalement moi j'ai eu l'impression que c'est ce qui a fait la différence en fait sur le match, c'est cette différence de pression et c'est cette même Chartres face à l'objectif, parce que clairement l'objectif c'était de monter aussi. Et en fait, ouais, je pense que le premier match a été une claque, parce que comme tu l'as dit, vous les avez pas gagnés en saison régulière, et en fait, c'est ce qui fait la diff au final, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, non, on a un public qui y croyait, et la plus grosse force qu'on a eue, et que Chartres aussi a, parce que Chartres, ils arrivent à faire ça le comble assez fréquemment, et sur les playoffs, ils étaient pleins tout le temps. Le Mm. plus gros avantage qu'on a eu, et j'en remercie du coup Aulnois encore, c'est que nous, on a eu des playoffs compliqués par rapport à Chartres. Alors, Ouais. oui, tu as raison sur le fait que là-bas, on a eu beaucoup de supporters à venir, mais c'est la conséquence du travail qui a été fait avant par les Mm. joueuses. On a réussi à séduire. Et c'est vrai que quand t'as pas de spectateurs, quand t'as pas d'âme finalement dans un club, bah, c'est compliqué. Mais nous, on a vécu des playoffs assez complexes. Le fait d'avoir dû lutter en fait contre Aulnois nous a permis de comprendre qu'on était en playoff. Là où Chartres, eux, ils ont surdominé. Ils ont Ouais. surdominé. Quart de finale, demi-finale, ils ont surdominé. Et en plus de ça, ils arrivent contre une équipe qu'ils ont gagné 2 fois. C'est ça. Donc en fait, nous on était dans la bagarre, on était prêts, et eux, je sais pas. Alors je veux pas avoir de mauvais mots, mais Mm. parce que je veux pas faire de l'analyse un peu. Mais en tout cas, les filles avaient vraiment le couteau entre les dents, Mm. et elles étaient vraiment en mode playoff. Et puis on en avait bavé en fait. Même le deuxième match de Reims où on est à -15 à la mi-temps, on savait que rien n'était facile. Voilà. Donc voilà. Mais oui, pour la célébration, c'est vrai que c'est une récompense. Tu as raison. J'ai trouvé ça incroyable, mais c'est vrai on n'a pas pu profiter du terrain, et notamment, Mm. je sais que ça a été mal pris le fait que nos supporters envahissent le terrain en fait, parce que Chartres voulait clôturer sa saison comme il l'avait Ouais. prévu, et nous on avait envie de célébrer, donc il y a Bien une sûr. mésentente qui fait que voilà, et donc Mais ça, en il y a même eu temps, un peu. les deux se comprennent. C'est du sport. Enfin, c'est du sport, c'est de la passion, donc les deux se comprennent. C'est ça, exactement. Et je rebondais aussi par rapport, du coup, c'est vrai que tu nous as parlé du trio Coralie, Monique, Maëva, c'est un peu la locomotive du groupe. Qu'est-ce qui fait aussi que justement elles se complètent aussi bien et que justement c'est aussi un peu le fer de lance de ton équipe et de votre équipe? La première chose, c'est que ce sont de bonnes personnes. Euh, je te dis ça parce que quand on parle de recrutement, au risque de paraître un peu cash, l'une de mes questions et l'une des phrases que je te dis à l'entretien pour le recrutement, c'est je veux pas de con dans mon équipe. Je veux pas de con dans mon équipe, et je veux que tu me répondes honnêtement à ce que tu es un con ou une conne. Et c'est un peu parce que pour moi, je peux pas travailler avec ces personnes-là. Donc ça, c'est la première des choses. Et donc ça explique le pourquoi du comment. En fait, c'est que Maëva, Coralie, je pense que Coralie aime ce club plus que tout. Mmh. Elle, euh, elle est prête à beaucoup pour la structure. Aujourd'hui, nous, sur les représentations, elle fait beaucoup. Monique, c'est une très belle personne qui s'investit et qui aime les gens. Et Maëva, c'est un bout en train c'est un rayon de soleil. Donc voilà, ça répond un peu aux questions. Alors, elles sont pas parfaites. Elles ont vraiment des défauts, je te rassure, hein. Et si elles écoutent, je te rassure aussi. Mais par contre, ce sont vraiment des filles qui ont un projet personnel, mais qui font attention aux autres autour d'elles. Et le projet club, pour elles, veut dire beaucoup. Et c'est vrai que cette saison, c'est un peu ce trio qui emmène aussi Charnay, on a l'impression, et qui émerge. Enfin, par exemple, Monique, on l'a découvert dans plein de registres qu'elle Mmh. a développé au fil de sa jeune carrière.
mais notamment sur les tirs, etc. Enfin, là, elle est vraiment sur un impact vraiment différent de ce qu'on a pu Hmm. connaître avant. Maëva, elle est en train de dominer à l'intérieur sur les matchs. Coralie se fait une vraie place à la main. On sent que l'alchimie est bonne, et le fait effectivement d'avoir gardé des joueuses de LF2 à LFB, autant quand tu descends, tu te dis t'as des armes directement pour essayer de remonter. Quand tu remontes, c'est peut-être la pensée inverse chez les gens. Enfin, je me mets à la place de peut-être certains supporters adverses qui vont se dire ah bah ils montent avec l'équipe LF2, est-ce que ça va pas faire un peu léger, tu vois? Et au final, c'est la conséquence du travail, quoi. On m'a dit, hein, il y a des gens qui m'ont appelé, hein, même encore, qui m'ont dit, je pensais que tu gagnerais pas un match. Et il y a même des gens qui m'ont appelé avant en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Mais, mais le problème, c'est que on avait Hmm. peu de moyens, et on s'est dit, en fait, le meilleur moyen de réussir, d'avoir des gens qui s'intéressent au projet. Je prends l'exemple de Kankou, Koulibaly. Oui, c'est vrai, on aurait peut-être pu avoir une Cotonou, une joueuse comme Kankou, en fait, qui avait euh, peut-être plus de capacité à scorer, une grosse scoreuse, voilà, une fille qui veut prouver et se montrer, en fait. Sauf que Kankou, ben, c'est une fille qui, quand le club est descendu, elle est restée pour dire je veux le faire remonter. Qui, quand Ouais. elle est remontée, avait une possibilité, des deux, trois possibilités, parce que les clubs voilà, a été très intéressés par elle, elle a dit non, je reste aussi. Nous, on a fait le choix de rester aussi ensemble. Donc voilà, donc ça a été un vrai plus pour nous, en fait, d'avoir des gens comme ça, des gens qui s'investissent vraiment du début à la fin. Donc, pour moi, aujourd'hui, ces filles-là, nous, on s'est dit que ce serait plus simple de se maintenir avec des gens qui savaient pourquoi elles se battent. Voilà, c'était l'idée. L'idée, c'est avoir des gens qui savent pourquoi elles se battent. Des gens qui vont faire bloc quand il faudra faire bloc. Voilà. Donc l'idée, elle était là, quitte à pas avoir beaucoup d'argent, ben, on va là-dedans. Et on développe, et ça nous permet de continuer à développer notre projet extra basket. Voilà. Et on a essayé de l'agrémenter avec deux, trois profils, et on a agrémenté avec Shakira Thomas, qui était première top scoreuse de Ligue 2, qui fait de bonnes choses. Mais voilà, après, pour revenir aux trois joueuses dont on parle, ce sont des filles qui bossent, hein. Mm. Coralie, elle a une vraie conscience de son corps et de ce qu'elle a besoin de faire en prépa fille pour réussir. Il a fallu qu'on travaille sur son tir. Elle a vraiment pris à bras le corps ce problème-là pour devenir une menace à 3 points, parce que c'était pas le cas avant. Dans la compréhension du jeu, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et Monique et Maëva, je pense que les gens se rendent pas compte de la quantité de travail qu'elles peuvent déployer. Ce sont des filles qui sont 1 heure avant l'entraînement en train de s'entraîner, qui restent au minimum 30 à 45 minutes après l'entraînement, en fait, donc Mm. pour faire du tir. Donc, Ouais, c'est ce qu'on s'est fait comme c'est, remarque quand je suis venu mercredi le 17 là. Que Monique a été là avant, qu'elle restait après. On s'est dit ça, on s'est dit, ouais, en fait, il n'y a pas de secret, quoi. Ouais, y a pas de quand tu secret. travailles, quand tu travailles, ça paie. En fait, on a commencé la saison, et à moi, avec le plus d'honnêteté possible, en leur disant, les filles, on n'a pas le niveau de la Ligue féminine aujourd'hui. Aujourd'hui, en saison, en cumulé, c'était incroyable les chiffres. En cumulé sur l'équipe, j'avais 7 saisons de Ligue féminine, et en temps de jeu cumulé sur ces 7 saisons de Ligue féminine pour les filles, Hmm. j'atteignais, je crois que c'était 10 minutes de moyenne de temps de jeu. Ouais, Ah j'avais ouais. seulement 2 filles qui avaient eu plus de 6 minutes de temps de jeu en Ligue féminine. Ah ouais. Donc en fait, Hmm. Elia Kavi, oui, elle a joué en Ligue féminine, mais elle n'avait pas un gros temps de jeu. Monique, on Hmm. peut dire qu'elle a fait une saison, mais voilà. Coralie a fait une saison avec du temps de jeu. Kankou a fait une saison avec du temps de jeu. Johanna a fait une demi-saison. Et les autres n'ont pas Hmm. connu. Mm. Donc oui, c'était un vrai pari, ouais. Et donc en fait, je leur ai dit, on s'est beaucoup sensibilisé, et je les ai amenés à écrire le projet elles-mêmes en disant, le constat c'est celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on travaille, voilà. Et donc, alors des trucs tout cons, en leur montrant des vidéos de Coach K sur Kobe Bryant, voilà, qui explique quand ton adversaire dort et que toi tu es en train de travailler, ben forcément tu vas devenir meilleur que lui, en fait. Et en leur passant des vidéos comme ça, un peu con peut-être, mais voilà, très régulièrement. Et vraiment, c'est un projet qui, voilà, aujourd'hui, on a des filles qui bossent, qui savent pourquoi elles bossent. On reste à l'écoute, on essaie d'être là-dessus. Ouais, là, si on parle classement, actuellement, vous êtes sixième à égalité avec le BLMA.
Euh, on sait que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, mais bon, on sait que l'objectif principal, ça reste le maintien. Mais est-ce que vous vous autorisez quand même à rêver un peu plus grand? Oui, aujourd'hui, on ne pense surtout pas qu'au maintien, en fait. On pense aussi à la qualification dans des playoffs. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. On peut pas aller contre ça. Aujourd'hui, il nous faut, sur les 3 dernières saisons, il fallait 9 victoires pour être playoffable. Aujourd'hui, on en a 7. Ouais. Donc oui, on se doit d'y croire. Il reste pas mal de matchs à jouer. On en a 4 à domicile. Donc oui, bien évidemment qu'on va jouer pour ça. Ça serait faire la langue de bois que de dire non. Aujourd'hui, Mm. on avait prévu un objectif qui était le maintien. On s'est revu avec les filles à Noël et on a revu les objectifs pour essayer de jouer une place en playoff. C'est ce qu'on a envie, c'est ce que tout le monde a envie. Oui, puis ça drive peut-être encore plus. Enfin, parce que le maintien, il y a quand même une certaine pression aussi. Là, il y a quelque chose de presque, si vous l'atteignez, Non, c'est c'est que pas du méchant. bonus, quoi. Ah, Ouais, ouais, ouais. Bah, pour le club, ça serait déjà quasiment historique. Ça serait faire partie de l'histoire et c'est l'idée de que ce groupe a envie d'avoir en fait dans le club. Ouais. Elles veulent écrire cette histoire-là. Et Et si jamais tu dois aller chercher plus loin, même, pourquoi pas, peut-être, petite Coupe d'Europe? Bah, aujourd'hui, en Ligue féminine, playoff égale Coupe d'Europe. Hein, donc, Ouais. on réfléchit bien évidemment c'est un scénario on se dit pas qu'on est en Coupe d'Europe, loin de là. On se dit que par contre, on est en bonne voie pour y être, malgré tout, et que on doit commencer à préparer au cas où. Voilà. Donc, Parce que ouais, on est-ce essaie. que ça fait partie parce que excuse-moi, non seulement c'est quelque chose pour vous qui peut être hyper important, mais c'est aussi quelque chose pour le club qui paraît hyper important. Enfin, c'est-à-dire que tu t'engages pas comme ça en Coupe d'Europe. Faut aussi que le club puisse suivre et que ce soit aussi un objectif. Est-ce que c'est le cas à Charnay? Ça l'était pas en début d'année. On s'était donné 3 ans pour la Coupe d'Europe. Ok. Mais le sportif va souvent plus vite. Hein. On s'est donné 2 ans pour monter aussi. Donc oui, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tout le monde anticipe. Je pense que la mairie et le département aujourd'hui ont envie de ça. Donc, quelque chose Ok. qui s'en bien. Maintenant, c'est aussi important pour réussir à garder nos joueuses. C'est-à-dire que le fait d'être dans cette position, c'est plus simple pour recruter. C'est plus simple pour garder nos joueuses aussi qui ont l'envie de connaître la Coupe d'Europe aujourd'hui. Une Monique, Ouais. il faut qu'elle joue la Coupe d'Europe. On le sait très bien. Donc voilà. Et il faut, enfin, je cite que elle, hein, je parle de Monique, Mhm. Coralie, toutes les filles qui sont là actuellement, il faut qu'elles jouent de ça. Donc, donc c'est un enjeu pour tout le monde, c'est un enjeu pour les filles, c'est un enjeu pour le club. C'est aussi un enjeu pour moi parce que malgré tout, il faut pas oublier que ma dernière expérience, je me suis fait virer, donc c'est important de prouver sa valeur aussi à un moment donné et, Mhm. et de montrer aussi, il y a un autre truc tout bête, c'est que de montrer que ce qui s'est passé à Landerneau, et là c'est égoïste et sans prétention aucune vraiment, mais de montrer que ce qui s'est passé à Landerneau, c'est pas de la chance. Ouais, C'est complètement. important pour moi. Et on a quelques questions sur ton approche du coaching un peu plus Ouais. global, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a jamais traité. On sait qu'il y a des coachs qui sont plutôt réputés pour la défense, d'autres plutôt pour l'attaque, etc. Toi, si tu devais définir ton ADN de coaching qui issu des livres de Pierre Vincent, qu'est-ce que ce serait un petit peu? Alors, moi, j'ai envie de me persuader que je suis plutôt défense, mais tout le monde me dit que je suis attaque. Donc, je sais pas trop quoi penser. Non, je trouve que c'est plus dur de faire collaborer les gens ensemble en attaque qu'en défense. Voilà. Donc, je passe plus de temps à faire de l'attaque, mais de plus en plus, j'essaie de réduire ça parce que j'estime que le fait de travailler la défense fait vraiment évoluer l'attaque. Donc, euh, donc voilà, donc je suis vraiment dans cette logique-là, c'est-à-dire, je m'explique un truc tout bête, c'est que quand on donne une aide défensive qui est nécessaire, pour le coup, on apprend aussi l'attaquant à réagir plus vite à est-ce que l'aide est bonne. Dans ce cas-là, il faut vite passer la balle. Est-ce que l'aide n'est pas bonne? Dans ce cas-là, il faut franchir. Et en fait, ça nous permet, de par le travail défensif, d'augmenter notre vitesse de lecture, parce que plus la défense est bonne, plus l'attaque va devoir s'adapter. Et voilà, ça, on connaît le principe. Mais donc voilà, donc on essaie de réduire au maximum. Voilà, maintenant, plutôt que d'attaque ou de défense, je passe beaucoup de temps pendant la saison à scouter. On commence à préparer l'équipe, parce qu'on a du temps, on commence à préparer l'équipe, nous adverses, parfois dès le mardi. Hein. Ouais. Ouais. Donc, plutôt attaque, plutôt défense.
j'en essaie de répartir au mieux. J'ai pas Les deux. forcément de règle. 50-50, ok. Et j'ai vu Alexis qui a posé une question dans le chat et ça fait un peu écho à ce que je m'étais noté. Dans l'interview que j'avais fait avec Coralie, elle nous disait que tu étais un coach qui était très humain. Alors ça peut paraître évident comme ça quand on dit un coach, oui, il faut qu'il soit humain parce que c'est du management de joueurs et de joueuses. Mais tous les coachs sont pas forcément très attachés à la personnalité et au Ah caractère non. de leurs athlètes, on va dire. Toi, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? D'abord, je remercie Coralie pour ses éloges parce que j'ai écouté et ça m'a fait très plaisir. Et en fait, il y a rien de mieux qu'une joueuse, que le témoignage d'une joueuse pour confirmer ou voilà. Donc ça, je la remercie déjà. Moi, la première chose enfin, la deuxième chose du coup pour le recrutement que je dis aux joueuses, c'est que moi, je suis un coach simple, je suis une personne simple. J'aime les bonnes choses de la vie. Et en fait, on a de la chance de faire notre métier, donc si on le fait, autant passer du bon temps. Par contre, j'ai pas de nécessité, j'ai pas envie d'être pote avec mes joueuses, ça m'intéresse pas d'être copain avec elles. J'ai pas envie d'aller manger avec elles. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai envie qu'on soit bien ensemble. Voilà, donc c'est ça. Et ça, c'est sur un point sur lequel ma femme m'a vraiment fait beaucoup évoluer, c'est sur l'écoute. Euh, et je pense que l'écoute, c'est la première qualité d'un manager, parce que quand on est entraîneur, on est manager. Et je pense que c'est important d'écouter les gens. Et tout à l'heure, je disais que moi, je peux pas prendre des décisions sans avoir l'avis des gens. Et du coup, en fait, les principales concernées, finalement, à donner leur avis, ce sont les joueuses. Maintenant, il faut faire attention pour l'organiser. Ça peut pas être un débat et ça peut pas être où tout le monde parle en même temps. On peut pas être là-dedans. Mais par contre, si une joueuse a une idée et qu'elle sait y mettre les formes, parce que une joueuse qui est pas capable, même si le fond est bon, si elle met pas la forme, ça marchera pas en fait. Par contre, une joueuse qui est capable de mettre la forme, ben, en fait, pourquoi je ne l'écouterai pas? Si elle a le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, c'est pas un problème. Si par contre elle le fait pas de manière, euh, on va dire, trop ostentatoire, trop marquée, en défiant, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Mais j'accepte d'avoir tort sans aucun problème. Et vraiment, je pense que quand on s'intéresse au projet des gens, ce que je disais tout à l'heure, bah, ça marche beaucoup mieux. Ils se l'approprient en fait. Et c'est mon mantra, il est là-dedans en fait, c'est d'écouter les gens parce que qui de mieux pour dessiner un projet individuel que la personne elle-même. Voilà. Et donc le fait de s'intéresser à la personne dans son entièreté. Moi, j'ai la chance de connaître les parents de mes joueuses qui viennent régulièrement. On passe du temps à échanger, j'aime bien, parce qu'ils peuvent m'aiguiller aussi sur leur fille, qu'est-ce qu'elle attend, comment elle fonctionne, tout ça. Donc, je pense qu'une personne se prend dans son entièreté. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas une joueuse de basket, elle se prend dans son entièreté. Ouais, t'as raison quand tu dis le autant être bien. Enfin, si vous allez tous faire un bout de chemin ensemble de la carrière de chacun et chacune, autant que ça se passe bien. T'as parlé aussi du management, que effectivement un coach c'est aussi un manager. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est inné d'être vraiment voilà le leader sous toutes ses formes et si non, est-ce que tu saurais nous donner des tips pour le travailler si c'est pas inné pour toi? Alors, la première chose, c'est que c'est pas inné. Et on peut pas être leader tout le temps de la même manière. Je m'explique, c'est que j'étais un leader complètement différent à Alain Arnaud, parce que j'avais Wany qui était euh, bah, son mantra, c'est sourire tous les jours, hein. Donc du coup, il avait ça. Donc moi, je pouvais me permettre d'être un peu plus distant avec les joueuses. Aujourd'hui, j'ai un staff qui est un peu plus jeune et euh, qui n'a pas la même façon de penser tout le temps, pas pour tout le monde en tout cas. Donc moi, je me dois de prendre un peu plus cette partie-là pour avoir cet équilibre. Donc je pense qu'il faut savoir se positionner par rapport à ça. Moi, je suis pas un leader naturel, je pense pas. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les bouquins, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, pour travailler sur ce leadership, je me force et j'aime maintenant faire beaucoup d'interventions en entreprise parce que ça m'a permis de réfléchir sur mon management. Et l'une des choses que je dis sur la plupart de mes interventions, c'est l'investissement personnel sur comment manager, c'est-à-dire se former. En France, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup parce que souvent il faut payer et beaucoup de choses sont gratuites en France, donc on le fait pas.
Hmm. Voilà, quand il faut payer. Donc accepter de payer, puis investir du temps, notamment à lire, à comprendre, à échanger avec les gens, avec les entrepreneurs et ainsi de suite. Donc j'ai passé beaucoup de temps à bouquiner. Et puis j'ai une femme qui a un master dans le management aussi, donc on a échangé, Mm. elle me donne des infos, elle est responsable des ressources humaines aussi, donc elle gère aussi du personnel, donc ça nous permet de confronter, d'échanger et tout ça, donc euh, je pense que c'est l'expérience. Je pense pas que j'étais quand j'étais vraiment pas comme ça quand au début où j'entraînais en pro parce que beaucoup de pression que je supportais très peu, donc j'étais très fermé. Et Ouais. petit à petit, et ça m'a coûté en fait. Et donc petit à petit, j'ai appris à m'ouvrir. Et puis les gens que j'ai rencontrés, j'ai eu Marie-Julie Levent qui est assistante aujourd'hui à Chartres, qui m'a beaucoup aidé sur le fait de me détendre un petit peu. J'ai eu Wany par la suite, j'ai eu Hugo Lambert qui est préparateur physique à Montpellier, qui m'a aussi voilà, permis de me développer. Euh, donc voilà, donc je pense que les gens qu'on rencontre permettent ça, le travail que l'on fait. Et puis après, il y a ce qu'on est en fait. Moi, j'aime les émotions et j'aime le partage, j'aime les gens. Voilà. Donc il y a ce qu'on est aussi. Je pense que quand on est manager, il y a plusieurs facettes. Et le plus important, c'est de savoir qui on est et de pas se travestir. Parce que c'est dur de se travestir et à un moment donné, le naturel reviendra toujours. Et donc, si on se travestit, on va se tromper à un moment donné. Et donc, moi, le plus gros, et ça m'a permis justement après Montpellier, c'est que j'ai fait un gros travail là-dessus, savoir qui j'étais. Qui j'étais, qu'est-ce que je voulais être, et qu'est-ce qui m'excitait en fait. Et en fait, il y a des gens qui vont être des bourreaux dans la rigueur, dans l'organisation, tout doit être. C'est leur style de management. Moi, le mien, il est pas là-dedans, même si je me force à aller là-dedans, mais un petit peu. Mais il faut réussir à apprendre un peu de tout. Mais le plus important, c'est de savoir qui on est et de s'accepter comme on est. Voilà. Et c'est le plus dur, hein, vraiment, hein, c'est le plus dur. Ouais. Ouais, de prendre un peu de tout et d'arriver à faire le juste mix selon Mm. ce qui te correspond, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Mais par contre, pour le coup, vraiment réussir à être soi-même, hein, vraiment, c'est pour moi important de, voilà, et être à l'écoute des gens. C'est l'écoute active, c'est le plus important. Ok. C'est impressionnant, je trouve, d'avoir que t'aies autant de recul par rapport à toi. Genre, Ouais. je sais même pas si moi je pourrais me dire, enfin si je pourrais me dire les mêmes choses de moi, de me dire ouais, est-ce que je sais vraiment qui je suis, ce qui m'anime, etc. Je trouve que t'as une facilité, je trouve, à faire ça qui est impressionnante. C'est ouf. Mais ce que tu disais en plus tout à l'heure, du coup, je voudrais rebondir par rapport à ça aussi. Tu disais que du coup, tu es quelqu'un qui écoute beaucoup les gens, qui demande aussi beaucoup l'avis des gens, parce que du coup, tu travailles staffé, comme tu disais. Et tu disais que c'était une force et une faiblesse. Et pourquoi tu penses que c'est une faiblesse justement d'être comme ça? Je vais d'abord rebondir sur ce que tu disais sur aujourd'hui le recul. C'était une nécessité de prendre un peu de recul parce que j'étais un fou de la perfection. Tout devait être parfait, tout le temps. Et en fait, ça bouffait mon quotidien, ça bouffait ma famille, ça bouffait les joueuses aussi. Parce que j'étais constamment insatisfait. Donc, ce qui m'a poussé à avoir beaucoup d'obsessions et voilà. Donc, c'était une nécessité pour devenir meilleur dans mon boulot et meilleur dans une meilleure personne. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire parce que je suis encore jeune et je pense que ce que je pense être va Oui. changer, évolue avec le temps. Donc, Mmh. je changerai. Euh, pour répondre à ta deuxième question, ça a été perçu comme une faiblesse par une personne une fois qui m'a dit, mais en fait, tu peux pas décider par toi-même. Et, euh, Ah. et, je- et en fait, c'est incroyable parce que la réponse à cette question m'est arrivée seulement. On m'a dit ça il y a 10 ans, je crois, et la réponse, je l'ai eue il y a 3 ans seulement, je pense. Ou en tout cas, je l'ai accepté, tu vois. C'est-à-dire que j'ai Mmh. Ouais. accepté que, bah ouais, je suis comme. Il y a des gens, en fait, ils ne demandent pas l'avis parce qu'ils font, s'ils sont sûrs de ce qu'ils font. Et ça, les gens comme ça me fascinent. J'adorerais être sûr de moi, parce que j'ai aucune certitude par rapport à ce que je pense. Voilà, ça c'est la première chose. Et j'adorerais être quelqu'un qui me dit, c'est comme ça, je le sais, on avance, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je suis incapable de faire ça. J'ai tellement peu confiance envers les choix que je peux avoir immédiat, dans l'instinct, que j'ai besoin d'y réfléchir un petit peu. Alors avec le temps, ça se réduit, mais j'ai quand même besoin. Et en fait, je me rends compte que c'est important de prendre l'avis des gens. Le plus important, c'est de ne pas prendre un avis tout fait, tout chaud de quelqu'un et de le resservir.
ce qui est important, c'est que quand tu as pris l'avis de 5, 6, 10, 20 personnes, ce qui ressorte, ce soit quelque chose qui t'appartienne, qui résonne en toi, et qui soit parfois un mélange en fait de tout ce que tu as pu entendre en fait. Mais au final, le fait d'entendre tout, c'est pas le choix de quelqu'un d'autre, c'est ton choix, mais orienté et avec le pour, le contre, les risques, les opportunités de cette décision-là. Voilà. Et puis, j'y vois une autre richesse, c'est que moi qui aime travailler en staff, le fait de partager, ça inclut les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire pour un assistant que d'apprendre, que de découvrir. Alors que quand tu lui expliques la problématique, que tu écoutes ce qu'il a à dire, que tu prends une partie de sa réponse en disant ça me plaît, on va garder ça, merci, et ben c'est enrichissant pour la personne aussi en face, qui se sent considérée. Et pour moi, c'est important cette notion de considération, de respect de la personne avec qui tu travailles. Donc voilà, parce qu'à un moment donné, tu en as besoin. Des trucs tout bêtes. L'année dernière, je me posais une question sur une vidéo qu'on doit passer avant Reims. Voilà, une vidéo qu'on avait concoctée pour les joueuses. Et en fait, une fois que tu as la tête dans le seau, et ben en fait, ou tu es dans le jus, pardon, tu penses plus trop aux petits détails. Et donc je dis à mon staff, mais quand est-ce qu'on fait cette vidéo? Et en fait, je leur propose 2-3 options. Ils me disent, mais tu te rends compte de l'impact qu'il peut y avoir sur les 2 premières options pour les joueuses? Et quand ils m'ont dit, c'était une évidence en fait. Donc je pense qu'on a besoin des gens pour nous aiguiller, parce que sans ça, j'aurais fait une boulette. Okay. Donc voilà, je pense que j'y vois cette richesse-là. Et justement, si quelqu'un souhaite aujourd'hui devenir coach de haut niveau, quelles sont les étapes concrètement? Ça part du coup de l'obtention des diplômes, justement, aujourd'hui à l'acquisition que tu as par exemple de l'expérience que tu as acquise dans les équipes. Alors pour moi, l'obtention des diplômes, c'est une condition sine qua non pour coacher à un niveau. Donc, pour moi, il faut pas avoir des diplômes pour coacher. Tu vois, c'est plutôt l'inverse. C'est l'expérience qui te permet de. Si on veut devenir entraîneur de haut niveau, il faut passer du temps à aller à la rencontre des gens, à voir ce qui se passe, à voir ce qui se fait. Il faut oser poser des questions. Je pense que aujourd'hui, les entraîneurs français ont compris que le partage était important. On se doit de partager tous ensemble. Donc tout le monde, je crois qu'il y a peu d'entraîneurs à mon avis sur la Ligue féminine qui refuseraient qu'une personne vienne aux entraînements, vienne poser des questions. Voilà. Au contraire, moi aujourd'hui, j'ai l'entraîneur de la partie amateur qui vient à tous les entraînements et je pense qu'on est tous ouverts à ça en fait. Donc ça, c'est la première des choses, c'est ne pas hésiter à aller voir. Ça demande beaucoup de travail, malgré tout, on va pas se mentir, pour essayer de se forger un avis, pas des certitudes, mais un avis, voilà, et essayer de maîtriser son point de vue, voilà. Et puis après, c'est de pratiquer beaucoup, en fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Einstein, c'est que, et ça parle pour beaucoup d'entraîneurs, c'est si on n'est pas capable d'expliquer les choses simplement, c'est qu'on ne le maîtrise pas. Et au début, quand on entraîne, en fait, on a tendance à mettre des mots compliqués sur quelque chose de simple. Et moi, je me rappelle de mes premières séances, je voulais en dire beaucoup, je voulais montrer que j'étais un puits de science, que machin, que je connaissais ça et tout. Donc mes séances, elles étaient horribles. Elles étaient coupées tout le temps. Et aujourd'hui, le jeu, quand j'entraîne maintenant, j'essaie de laisser les joueuses aller, jouer, reprendre à la fin, corriger, que les joueuses puissent vivre. Et donc, mes séances sont complètement différentes parce que on évolue avec le temps. Donc il faut accepter aussi d'évoluer avec le temps. Et puis, mon dernier conseil, c'est que un projet, ça se consomme pas, ça se développe avec le temps. Il faut être patient. Et puis les gens seront en capacité de remarquer les efforts qui sont faits tout le temps. Les personnes qui travaillent, en général, on les voit. Et je pense qu'il faut vraiment se livrer là-dedans et aller chercher ce qu'on veut. Voilà, pour moi, c'est les conseils que je donne. Voilà, et puis oui, passer des heures et des heures. Gardez votre sommeil, mais au moins 5-6 heures. Voilà. Et du coup, tu nous parles, on parle de coaching de haut niveau, etc. Et ce sera la dernière question pour ma part. Est-ce que tu aurais un mot, même pour les personnes qui souhaitent tout simplement devenir entraîneur, entraîneuse ou coach, même en amateur? Alors c'est vraiment très différent parce que si c'est pas amateur, pour moi on n'est pas que entraîneur, on est vraiment manager, donc c'est vraiment autre chose. Non, pour moi c'est de se former constamment en fait, réussir à se former constamment. C'est comme
C'est comme la médecine, c'est comme dans tous les métiers en fait. Il faut réussir à se former constamment, accepter de le faire, accepter d'investir. Moi, que je parlais de mon cas personnel, au début, ça m'a coûté beaucoup d'argent d'aller aux États-Unis pour les voir, d'aller voir des entraîneurs. Investir sur son projet, c'est nécessaire. Voilà. Si on a un projet, il faut investir dessus. Alors, encore une fois, pas que de l'argent, mais il faut savoir investir. Ok, et ben écoute Stéphane, merci beaucoup. Franchement, c'était hyper enrichissant. On a appris plein de trucs. Ouais, c'est clair. Merci pour ton temps. On va Merci pas pour. te déranger plus longtemps, mais ouais, vraiment merci d'avoir été avec nous. Et puis, bah, on te souhaite tout le meilleur pour la pour la fin de saison. On va suivre ça de près. Et puis, bon, Merci. bonne chance, bonne chance pour aller chercher cette Coupe d'Europe et les playoffs que vous méritez. Franchement, parce que à chaque fois on se le dit, même entre Ouais, nous, c'est sur les vrai. petites conversations qu'on a, mais on se dit que, enfin, c'est Mm. un jeu qui est vraiment plaisant à voir jouer, quoi. C'est vraiment beau, donc c'est top. C'est gentil. Merci beaucoup. Allez, bah écoute, bonne soirée et puis merci encore d'avoir été là. Et au À plaisir. bientôt. Tu reviens quand tu veux. Merci bien. Bonne Salut. soirée à tous. Au revoir.